Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Grise, l'émission qui retrace l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hors série dans lequel on va parler de l'Iran, puisque c'est un pays qui est au cœur de l'actualité géopolitique. Et avec moi pour évoquer la question iranienne, Elisa. Tout d'abord, salut Elisa, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super. Kimia Bonjour à tous. et Ludivine qui fait son Bonjour. retour dans l'émission. Excuse-moi. Pas de soucis. Comment ça va Ludivine? Très bien et toi? Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler de l'Iran et pour commencer à évoquer cette question-là, on va reparler de l'actualité qui a ébranlé le pays. L'Iran est un pays à l'histoire riche qui a su s'imposer comme l'un des acteurs incontournables de sa région au fur et à mesure des décennies. Depuis décembre dernier, les yeux du monde entier se sont rivés vers l'Iran. Le pays dirigé d'une main de fer par l'ayatollah Ali Khamenei depuis 1989 fait face à une vague de manifestations. Si ce mouvement populaire a d'abord pris ses racines dans les problèmes économiques rencontrés par le pays, il s'est rapidement mué en contestation à l'encontre de la République islamique. La communauté internationale alerte sur la répression sanglante envers la population civile. Le 18 janvier, le guide suprême du pays a reconnu pour la première fois que des milliers de morts étaient à déplorer depuis le début des hostilités, rejetant la faute sur Donald Trump et Israël. Les chiffres évoqués sont alarmants puisque 20 000 morts sont estimés dans les rapports de nombreuses ONG. Dans la thématique iranienne, le rôle du pays de l'oncle Sam est primordial. Les civils iraniens en veulent au président américain de ne pas se montrer suffisamment interventionniste dans leur quête de libertés individuelles. Une promotion de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, censée faire partie intégrante de la politique internationale américaine. Le guide suprême, soutenu par ses fidèles gardiens de la révolution, ne semble pas ouvert à une transition démocratique. Les dirigeants iraniens tentent par tous les moyens d'ostraciser la population en ayant recours à la politique du blackout d'Internet, mise en vigueur le 8 janvier dernier. L'avenir politique du pays semble obscurci. Ali Khamenei pourrait céder à la pression du bloc occidental, tandis que de nombreux observateurs réclament le retour de la dynastie Pahlavi. Alors, c'était un petit retour sur l'actualité iranienne. Je voudrais te lancer, Kimia, sur l'actualité évidemment de ce pays. C'est une actualité assez riche. Comment est-ce que tu as analysé cette situation qui a finalement pris énormément d'ampleur sur les dernières semaines? Alors c'est une manifestation pas comme les autres. Il y en a eu beaucoup depuis l'instauration du régime islamique et celle-là, elle a beaucoup plus d'impact parce que elle ne s'arrête pas. Ça fait plus de 2-3 semaines et en fait le peuple n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'il continue et surtout la répression est vraiment meurtrière, beaucoup plus que les autres manifestations qu'on a pu voir auparavant. Elisa, au-delà d'un conflit purement géopolitique, on voit vraiment un problème civil, puisque c'est vraiment les gens qui sont impactés par ce problème-là. Est-ce que tu penses que ça a une dimension vraiment populaire? Qu'est-ce que tu penses de cette dimension-là, finalement, au niveau des civils? Oui, c'est absolument une dimension populaire. On assiste dans le pays finalement à une révolte civile, une révolte qui en a marre du régime mis en place. C'est un peuple qui est fondamentalement laïque, qui refuse les dogmes imposés par le régime et par l'État et ne se sent plus en accord avec ce qui est mis en place. Donc cette révolution, à mon sens, c'est une révolution fait sens et absolument légitime. Et on en est à 20 000 morts, ce qui n'est pas normal et qui montre tout de même le problème qu'il y a à la tête de l'État. On est revenu sur l'actualité de l'Iran. On va maintenant plonger dans l'histoire de ce pays parce que c'est un pays à l'histoire assez riche comme on a pu l'évoquer. Et Kimia, tu vas nous parler de l'histoire du pays en long et en large. Oui, alors pour comprendre l'Iran contemporain, ses tensions et sa place au Moyen-Orient, il faut remonter très loin dans le temps. Les Perses descendent de tribus indo-iraniennes datant de 3 millénaires avant Jésus-Christ. Historiquement, tout commence avec les Mèdes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont aujourd'hui considérés par les historiens comme le point de départ de l'histoire nationale iranienne. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand fonde le premier empire perse, l'empire achéménide. Il crée le cylindre de Cyrus, considéré comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme. Persépolis devient la capitale cérémoniale. Ses ruines sont encore aujourd'hui un symbole majeur de l'identité iranienne pré-islamique. Après 2 siècles, Alexandre le Grand arrive avec son armée macédonienne et fait chuter l'empire achéménide. Mais la culture perse survit. Le peuple iranien néanmoins supporte très mal la domination grecque imposée de force. Et c'est au 3e siècle avant notre ère que les Parthes instaurent une monarchie féodale et la langue iranienne redevient officielle. Puis au 2e siècle après Jésus-Christ, arrivent les Sassanides, dernière grande dynastie perse avant l'arrivée de l'islam. Le zoroastrisme, religion qui existait depuis des millénaires, devient religion d'État. C'est avec les conquêtes arabes au 7e siècle après Jésus-Christ qu'arrive l'islam. L'Iran devient progressivement musulman, mais ne devient jamais arabe. Un élément fondamental survit, la langue persane. Le poète et philosophe persan Ferdowsi écrit le Shahnameh, le livre des rois, et sauve la langue.
À partir du XVe siècle, des dynasties iraniennes musulmanes réapparaissent. Les Safavides, une dynastie qui marque le début de la Perse moderne, imposent le chiisme comme religion d'État officielle. La distinction religieuse avec les voisins sunnites date de cette époque-là. Le chiisme structure encore aujourd'hui l'État iranien actuel. C'est à ce moment-là aussi, entre autres, que la mosaïque ethnique de l'Iran prend vie. Beaucoup d'ailleurs conservent leur langue et leurs traditions, ce qui explique la richesse culturelle et la diversité ethnique actuelle de l'Iran. Puis viennent les Qajars qui instaurent une monarchie théocratique. Cette période est marquée par un fort déclin économique dû aux ingérences étrangères, notamment avec la Russie et le Royaume-Uni. Et enfin, les Pahlavis, la dernière dynastie en Iran de 1925 à 1979. C'est d'abord Reza Shah Pahlavi au pouvoir qui modernise le pays, crée une armée, construit des routes, ouvre une école laïque et interdit le port du voile. Puis son fils, Mohamed Reza Shah, donc le dernier Shah, lutte pour l'émancipation des femmes et l'occidentalisation du pays. Mais les changements brutaux imposés par le Shah provoquent un mécontentement au sein de la population, car il y avait une répression politique féroce, beaucoup d'inégalités économiques dans certaines régions, ce qui menaçait les valeurs traditionnelles. Internationalement parlant, les tensions augmentent car le Shah ne voulait pas du tout négocier avec les puissances occidentales concernant le pétrole. C'est pour ça qu'en 1979, le peuple iranien se soulève et les islamistes se joignent à la bataille. Une figure de l'opposition se présente, l'ayatollah Khomeini, soutenu par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et l'exil du Shah provoque donc la chute de la dynastie et le début de la République islamique. C'est une nouvelle ère pour l'Iran, avec le début des lois islamiques imposées, la charia, une guerre avec l'Irak qui dure 8 ans, des tensions avec l'Occident, le financement du terrorisme au Moyen-Orient, des sanctions économiques, un programme nucléaire menaçant et une tentative de supprimer la culture iranienne. Malgré cela, les Iraniens perdurent, on le voit avec des nombreuses manifestations depuis l'instauration du régime, comme je le disais, dont celle qui est en cours et qui sera probablement un grand tournant dans l'histoire. L'Iran n'est donc pas seulement un État moderne né au XXe siècle, c'est une civilisation plurimillénaire dont l'histoire n'a jamais été interrompue. Entre les empires, les religions, les dynasties et les révolutions, une identité iranienne profonde reste vivante, notamment à travers la langue, la culture, la poésie, l'art et les traditions. L'histoire nous apprend donc que les Iraniens ont une capacité unique à absorber le changement sans jamais disparaître. Merci Kimia, c'était très intéressant, je trouve qu'on revient vraiment à l'actualité d'aujourd'hui, on a vraiment fait un retraçage global. Ludivine, est-ce que tu étais au courant finalement de cette histoire très riche de l'Iran, parce qu'on n'en parle pas énormément, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'actualité qui est assez triste chez l'Iran, mais on parle un peu moins de cette histoire, est-ce que tu avais été mis au fait de ça ou pas du tout ? Concernant l'Iran, c'est quand même, géographiquement, c'est un carrefour du Moyen-Orient. Donc, toutes ces origines ethniques qui fondent ce pays, ça donne une culture assez riche, mais aussi assez floue parce que la diversité, etc. Et donc, qui fondent cette histoire qui est quand même assez complexe à comprendre vu toutes les positions qu'entretiennent les peuples. Oui, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais Kimia, tu parlais dans ta chronique d'une chose très intéressante, c'est l'amalgame qu'on peut faire un peu, vu que l'Iran est musulmane depuis longtemps, on dit souvent que ce sont des Arabes alors que pas du tout. Oui, c'est ça. Et comment tu trouves cet amalgame, toi, globalement ? Est-ce que tu trouves ça logique finalement ou pas du tout ? Qui est un amalgame ? Oui, bon, après, ça peut arriver, mais je pense que les Iraniens aussi, ils ont quand même cette fierté-là de montrer leur identité perse, parce que comme vous l'avez vu, ça date de plusieurs millénaires, donc c'est normal qu'il y en ait une, mais quand les personnes commencent à se cultiver et s'informer, ils l'apprennent très vite. Tu as pu parler dans la fin de ta chronique de l'interventionnisme occidental, tu as pu parler aussi de la guerre Iran-Irak, donc ce qui place vraiment l'Iran sur la scène internationale. Et donc maintenant, transition toute faite, on va parler de la géopolitique du pays avec Elisa qui va nous faire sa chronique sur la place de l'Iran dans le monde et avec les autres acteurs mondiaux. Et oui, donc Kimia nous a très bien expliqué l'histoire du pays et nous allons voir quant à nous le panel géopolitique de ce pays. Donc, par sa position géographique, l'Iran est un véritable pivot stratégique situé au carrefour des mondes arabes, turco-caucasiens et indo-européens. C'est une forteresse naturelle entourée de montagnes, donc propice à la défense. Et pourtant, paradoxalement, c'est un pays qui se montre très offensif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelques minutes ne suffiront pas à tout détailler, nous aborderons donc
ce sujet en plusieurs points clés. D'abord, sa stratégie militaire. L'Iran mène ce qu'on appelle une guerre par procuration. Téhéran applique la stratégie de la pieuvre, la tête reste à l'abri en Iran, tandis que ses tentacules, les proxys, combattent à l'étranger. Concrètement, le régime finance le Hamas à Gaza, soutient le narcoterrorisme en Amérique du Sud, au Venezuela ou en Colombie, le Hezbollah au Liban et diverses milices comme en Irak. L'objectif est clair, déstabiliser ses voisins pour s'imposer comme l'unique puissance régionale du Moyen-Orient. Et ces ambitions heurtent directement les ennemis jurés de l'Iran. Commençons par les États-Unis, appelés par l'Iran comme le Grand Satan. Avant 1979, le Shah était un allié de Washington, érigé comme le gendarme du Golfe. Mais la révolution islamique a tout balayé. La crise des otages de 444 jours à l'ambassade américaine en Iran a marqué la rupture définitive. Et depuis, la tension est permanente entre les deux pays. Nous l'avons vu il y a seulement 9 jours, ce 13 janvier 2026, avec les menaces de frappe de Trump suite aux révoltes civiles iraniennes. Et ensuite vient Israël, surnommé le Petit Satan. Donc le régime iranien, antisémite et pro-palestinien, a engagé une guerre asymétrique pour encercler l'État hébreu via son axe de la résistance avec le Hamas, Hezbollah et Houthis. Israël riposte par des frappes ciblées, notamment sur des scientifiques nucléaires, et ces tensions a culminé récemment avec la guerre des 12 jours en juin 2025, marquée par des échanges de tirs directs entre les deux nations. Mais l'Iran n'est pas isolé puisqu'il se tourne vers l'Est. Avec la Russie, c'est une alliance militaire. L'Iran fournit des drones essentiels à la guerre en Ukraine. La Russie profite de cette alliance pour s'imposer au Moyen-Orient. Par ailleurs, elle l'utilise au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai pour ne pas laisser le leadership à la Chine. Tandis qu'avec la Chine, justement, c'est économique. L'Iran est un maillon clé des nouvelles routes de la soie. Pékin achète le pétrole iranien et soutient financièrement le régime. C'est une relation bilatérale de prestation de services finalement. Et enfin, le point de rupture avec l'Occident, le nucléaire. Les relations avec l'Occident, déjà fragiles depuis, ont sombré après l'échec de l'accord de Vienne de 2015. Ce dernier visait à encadrer le programme nucléaire iranien contre la levée progressive des sanctions à son encontre. Et pour l'Iran, l'uranium, c'est une question de prestige et aussi une assurance vie. Après le retrait américain en 2018 du dit accord, la situation a empiré jusqu'en août 2025, date à laquelle l'ONU a réimposé des sanctions majeures à l'encontre de l'Iran. La raison ? L'Iran aurait enrichi suffisamment d'uranium pour la bombe nucléaire, violant ainsi le traité de non-prolifération. Somme toute, l'Iran apparaît aujourd'hui comme une puissance sous haute tension interne, mais qui reste extrêmement agressive sur la scène internationale. C'est très intéressant, Elisa, et on voit parfaitement que l'Iran est un pays pleinement installé dans la géopolitique mondiale. On peut évoquer ce rapport assez belliqueux et conflictuel avec la communauté occidentale. Justement, comment tu l'analyses, Kimia ? Parce que c'est vrai que ce sont des conflits qui durent depuis des décennies désormais. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, oui, ce sont des conflits qui durent et c'est plusieurs stratégies géopolitiques qu'ils ont. On appelle même la République islamique la tête de la pieuvre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on devrait couper la tête de la pieuvre parce que chaque tentacule est lié à des organisations terroristes comme les proxys, à la guerre en Ukraine, au narcoterrorisme en Amérique latine. Enfin voilà, ils ont un lien avec tout ça. Donc si on coupe la tête de la pieuvre, il y aura un peu moins de déstabilisation dans certaines régions. Elisa, on a l'impression que les Iraniens sont mêlés de près ou de loin à tous les conflits qui peuvent avoir lieu dans le monde. Finalement, ils sont alliés des Russes qui sont engagés en Ukraine, ils sont alliés en tout cas, ils sont alliés avec le Hamas, on a pu le voir également. Donc on voit que c'est un pays qui cherche à s'imposer de manière belliqueuse, comme je le disais. Comment est-ce que tu l'analyses, cette volonté d'être très interventionniste dans tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde ? Eh bien, à mon sens, l'Iran a compris une chose, c'est qu'il est opportun de pouvoir être avec les bons alliés. Il a la Russie, il a la Chine, on le sait, puisque qui plus est, c'est très favorable puisque ce sont les ennemis entre grands guillemets des États-Unis. Et en fait, l'Iran finance, aide par-ci par-là et fait à sa façon sa petite politique internationale, comme n'importe quel pays. Je dirais, certes, c'est vrai qu'elle est dans à peu près la plupart de tous les conflits qu'on pourrait retrouver sur la scène internationale actuellement, mais elle n'est pas moins impliquée qu'un autre pays. C'est simplement qu'elle a moins bien choisi ses combats, je dirais. D'accord. En tout cas, c'était assez intéressant comme point de vue.
Et on va maintenant évoquer la culture de l'Iran en s'éloignant un peu de la géopolitique ou même de l'histoire du pays, mais vraiment essayer d'aller en profondeur dans ce qui se passe même du côté de l'Iran au niveau de l'art. Et on va lancer Ludivine sur cette question-là. Tout à fait. Alors, lorsqu'on évoque l'Iran, on pense à la politique, aux tensions internationales, mais on oublie une chose essentielle, l'Iran, c'est avant tout une culture très ancienne et profondément vivante. Le soft power culturel iranien est discret, mais durable, même lorsqu'un régime essaye de la contrôler. Ce n'est pas une culture de masse, comme celle d'Hollywood, c'est une culture d'héritage. Et pour comprendre ce soft power, il faut d'abord revenir à son socle fondamental, la langue. Le persan est une langue dont les racines remontent à plus de 2500 ans. Originaire de l'Iran, elle s'est diffusée à travers l'Asie centrale. Aujourd'hui, elle compte environ 70 millions de locuteurs natifs et en est parlée en Iran, en Afghanistan et au Tadjikistan. Elle incarne l'histoire d'une civilisation bien avant l'existence de l'État iranien moderne. Mais une langue ne vit pas seulement par ceux qui la parlent, elle vit aussi par ceux qui la chantent, l'écrivent. Des poètes comme Rumi ou Hafez sont traduits et lus dans le monde entier. Ils participent à une image culturelle raffinée et spirituelle de l'Iran. Même Van Gogh considérait Hafez comme un maître et lui a consacré un recueil. La culture persane dialogue depuis longtemps avec l'Occident. La poésie peut aussi être une arme de contestation. Tahirih, poétesse et figure du babisme, prônait l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle osa enlever son voile en public, un geste révolutionnaire pour son époque. Aujourd'hui encore, son héritage résonne dans les mouvements de femmes en Iran. L'Iran est aussi l'un des berceaux de la civilisation humaine. Son architecture a profondément influencé le monde islamique, avec ses motifs géométriques et symboliques. Persépolis, par exemple, ne représente pas seulement la puissance impériale, elle rend hommage au peuple de l'Empire. Les styles architecturaux se succèdent jusqu'aux monuments colorés, comme la mosquée Ali Kapou. Même notre idée du paradis vient de la Perse. Le mot paradis vient du persan ancien, le jardin clos, symbole d'harmonie entre l'homme et la nature. Cette culture se façonne aussi à travers les sons, et notamment le radif. Il est inscrit depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. En Iran, la musique devient un outil de résistance, elle crée du lien, de l'écoute, une communauté sans idéologie. Et puis, il y a le cinéma, sans doute le vecteur le plus visible du soft power iranien moderne. Des réalisateurs comme Abbas Kiarostami ou Asghar Farhadi sont reconnus mondialement, primés à Cannes et aux Oscars. Le cinéma iranien raconte l'intime, la société, la condition féminine. Le film Persépolis, par exemple, montre la violence de la révolution et la censure des femmes. C'est un soft power qui agit parfois contre l'État et non grâce à lui. Mais lorsque la création est trop contrainte, elle trouve un autre chemin, celui de l'exil. On estime aujourd'hui qu'environ 4 millions d'Iraniens vivent hors d'Iran. Une grande partie se sont tournés vers les États-Unis, et notamment à Los Angeles. Un surnom leur est même donné, les Téhérangeles. Cette diaspora transmet la langue, la musique, la poésie et entretient une mémoire de la Perse antique. Mais elle est aussi critique. Les nouvelles générations s'affranchissent des lois iraniennes et rejettent souvent le régime. Finalement, le soft power culturel iranien est puissant, mais traversé par une tension permanente. C'est une culture qui ne domine pas le monde, mais est fièrement portée par ses patriotes. Merci Ludivine. Et là aussi, je vais me répéter, mais c'était très intéressant. Voilà, on a appris des choses. Et je voudrais souligner un point en particulier dans ta chronique qui m'a vraiment intéressé, c'est le contraste avec les États-Unis, c'est-à-dire d'un côté la culture de masse hollywoodienne, et tu as souligné le fait que c'était une culture d'héritage du côté de l'Iran. Et je voudrais te lancer, Kimia, là-dessus, sur la notion culturelle du côté de l'Iran. On a l'impression que c'est aux antipodes de ce qui peut se faire en Occident, ou c'est davantage une question d'héritage. Oui, parce que en fait, la culture en Iran a évolué, mais il y a des traces historiques qui sont quand même restées. Voilà, comme elle a parlé de Persépolis, elle a parlé de l'architecture, de la poésie, ce sont des choses qu'encore aujourd'hui on célèbre, ou même par exemple le nouvel an iranien aussi date du zoroastrisme, et même si ça essaye d'être censuré par le régime islamique, c'est toujours fêté par tous les Iraniens en Iran ou de la diaspora. Donc oui, c'est une question d'héritage et de fierté. Je voudrais souligner aussi un autre point, parce que c'était intéressant aussi, c'est la place des poètes, la place de la culture, de l'art. Et est-ce que toi, Elisa, tu étais au courant du fait qu'il y avait autant d'artistes importants qui ont pu avoir finalement de l'importance dans le monde et dans la culture en général, ou pas du tout ? Alors, il est vrai que j'en ai eu écho, mais peut-être pas comme j'aurais dû en avoir
en avoir, puisque ce sont pas des gens qui sont réellement mis en avant. On pourrait appeler ça peut-être de l'art assez niche quand même. Il faut savoir, il faut connaître, il faut s'y intéresser. Donc finalement, oui, mais elle me l'a rappelé. Je ne saurais pas comment mieux le dire. Et j'en suis vraiment ravie, merci. C'est vrai que c'était assez intéressant sur la place de l'artiste finalement, parce que c'est vrai que les artistes iraniens, on les connaît peut-être un peu moins comparé à des artistes davantage occidentaux, mais je pense que c'est le récit occidental aussi et l'endroit dans lequel on vit qui fait que on est peut-être moins au fait de ce qui peut se passer du côté de l'Iran. Est-ce que toi, dans tes recherches, Ludivine, tu as pu le constater, ça, le fait qu'on va un peu moins parler des artistes iraniens parce qu'ils sont peut-être dans un endroit un peu plus géographiquement éloigné? C'est certain. Puis, c'est difficile de s'identifier à une culture qu'on ne connaît pas, dont on entend peu parler, mais je pense que ces artistes portent très bien leur culture et essayent de plus en plus d'aller à l'encontre du régime imposé afin de transmettre leur douleur, ce qu'ils vivent, leur histoire, et donc raconter aux gens ce qu'il se passe et donc enclencher cette révolution et rendre compte aux gens de la situation. Et en fait, la situation en Iran, géopolitiquement parlant, avec la République islamique, etc., et les tensions dans le monde, fait qu'on parle que de ça. Et déjà que eux, la République islamique essaye de supprimer cette culture-là. En plus de ça, il y a toute cette tension-là, on parle que de ça. Ce qui est très important, s'il faut en parler. Et les Iraniens, ils essayent non seulement de relayer et transmettre le combat des Iraniens tout le temps. Surtout là, en ce moment, ça devient de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Et en plus, ils essayent aussi de raconter et transmettre leur culture en racontant comment ça se passe. Enfin, en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses aussi. Donc voilà, après, le fait de parler de ce qui se passe en Iran en ce moment, ça permet aussi de faire le parallèle avec l'histoire, la culture, la diaspora, les Iraniens, etc. Est-ce que toi, Elisa, tu penses que la libération iranienne peut passer par la culture? Est-ce que tu penses que ça peut être un pont qui pourrait permettre aux Iraniens justement de s'exprimer autrement que par les armes ou par des moyens politiques dits normaux ou classiques? Je pense qu'ils l'ont déjà fait avant d'en arriver aux armes. Et c'est quelque chose qui doit continuer, c'est quelque chose qui ne doit pas être oublié. Par contre, dire que l'art, ou même peut-être déjà l'art, je ne pense pas que c'est un moyen pour lequel les civils peuvent arriver à quelque chose de concret. Par contre, le rappel de leur culture constamment, et puis même par la suite continuer sur cette voie, est une bonne façon de faire leur révolution à leur façon. Mais les armes sont nécessaires au point où ils en sont malheureusement, et même une aide internationale serait la bienvenue. Donc C'est vrai qu'on a pu voir énormément de mouvements dans le monde qui ont pu justement voir l'émancipation de leur peuple par le fait de promouvoir sa culture et par le fait de pouvoir s'exprimer par d'autres moyens. Et je pense que je conclurai là-dessus, à part si vous avez peut-être quelque chose à dire de plus. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos chroniques. C'était vraiment très riche, très pertinent. Et j'ai adoré tourner cet épisode hors série. Vraiment, c'était ouais, c'est vrai que c'est un plaisir. Oui, moi aussi. C'est très sympa. Oui, un petit moment hors du temps. Non, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir parler de ce pays-là parce que c'est un pays qui a une actualité assez triste. Bon, c'est une actualité riche, on parle souvent de ce pays, mais c'est une actualité assez triste et beaucoup de gens vont réduire l'Iran à cette actualité-là. Et on voit justement à travers vos chroniques que l'Iran est un pays qui va au-delà de toutes ces problématiques. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de Zone Grise. Et puis vendredi prochain, on se retrouvera pour un nouvel hors-série sur le football. Peut-être que Kimia, Elisa et Ludivine ne seront pas là. Non, on sera là, t'inquiète. Vendredi prochain, hors-série sur le foot. Et lundi, on reprend évidemment les épisodes classiques. En tout cas, je vous remercie et à bientôt.